Voilà, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs de La Redondance Télévision, très chers amis de Bobisso. Comme vous le savez, l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo, c'est les élections qui sont reportées pour le 30 décembre 2018. Eh bien, pour en parler, nous allons recevoir pour vous Monsieur Mwazulu Diwabanza, qui sera donc notre interlocuteur, notre analyste, notre invité, qui va donc nous parler de la situation politico-économique de la République démocratique du Congo, beaucoup plus des élections qui sont reportées. Suivez donc, nous serons ensemble avec mon confrère Soleil Pouloulou. Eh ben, merci, à tout à l'heure. J'ai demandé à tout le peuple congolais de ne jamais donner l'impression qu'au Congo on peut tuer, voler et violer et être dirigeant. Les gens n'ont pas compris. Le problème le plus essentiel, les gens les balaient. Ils ont continué à décrier, à chanter le processus est biaisé, le processus est biaisé, mais ils n'en demeurent pas moins, ils sont tous candidats. Vous vous rappellerez d'une phrase célèbre du président congolais en exercice qui disait autrefois, ou vous choisissez les développements, ou vous choisissez les élections. Vous ne pouvez pas laisser à chaque fois que votre aspiration profonde vous soit volée sans réagir. Mais il n'y a aucune armée, encore, je me répète, qui ne sera capable d'aller au-delà de la volonté ou au-dessus de la volonté du peuple congolais. Une armée peut tuer des milliers, même des millions de Congolais, mais pas tous les Congolais. Et notre souhait, c'est que ces élections-là se passent dans l'apaisement total, dans la quiétude. Qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas de tirs. Non, Lomé, Dakar, partout où il y a des Congolais, ceux qui sont dans le pays, un gilet blanc où ils écrivent simplement « vu », ou bien le Congo s'arrête, ou bien le Congo continue avec la vérité de nos voix. Mon souhait, je l'avais formulé, c'est de voir la République démocratique du Congo aller vers les élections pour résoudre un profond malaise, d'abord au sein de la population, de deux, pour mettre fin à la crise de la légitimité dans ces pays. Quasiment toutes les institutions et tous les acteurs politiques, si vous voulez aussi, toute l'élite politique du Congo, de la République démocratique du Congo, est illégitime. Parce que, conformément aux lois qui régissent ces pays, il en est que leur mandat a pris fin depuis. Donc, c'est ça un véritable souci d'apaisement et d'équilibre. Alors, il faut passer par là. Mais ma première lecture, c'est d'abord de condamner l'opposition congolaise. Vous savez, quand vous voulez épouser une femme, on sait, au Congo, on sait que pour épouser une femme, où que vous soyez, on passe par les Kinzondi. C'est une institution mise en place. Si vous voulez, je ne sais pas, la dot sera à 1 million, à 4 millions, à 100 000, à 50, ou juste symboliquement des sacs de riz et tout ça, mais on passe par les Kinzondi. Il y a une institution. Et pour venir dans cette institution, vous savez que vous devez vous préparer à voir votre Nzondi. C'est lui qui parlera pour vous. Avoir vos oncles, Maseba, Noko, Ungwankazi, par rapport aux différentes origines ou aux différentes expressions culturelles. Vous venez, mais vous devez vous préparer. Vous ne devez pas vous dire que je vais épouser une femme, sachant que les Kinzondi en est l'institution, et vous n'êtes pas préparé. Et le jour en question, à quelques jours du Kinzondi, vous dites, ah bon, le Nzondi pour moi n'est pas prêt. Ah non, mon oncle, ah non, on n'avait pas acheté ici. Et vous, non, c'est un comportement irresponsable. Irresponsable des opposants congolais. Tout au long du processus, ils n'ont pas su remettre les gouvernements à sa place. C'est-à-dire être une force véritable de dissuasion pour empêcher le gouvernement de continuer dans ses chemins, mais aussi être une force, si vous voulez, contraignante. Contraindre le gouvernement à se plier sur certaines exigences qui étaient tout à fait logiques, vu que le processus était biaisé. Ils ont continué à décrier, à chanter le processus est biaisé, le processus est biaisé, mais ils n'en demeurent pas moins, ils sont tous candidats. Ils sont tous candidats pour aller dans ces processus. Alors là, je sous-entends quoi? Parce que vous êtes d'accord d'aller dans ces processus, donc le processus est normal. Alors, allons-y aux élections. Arrêtez les gesticulations. Allons-y aux élections. Vous avez décrié la machine à voter. Le gouvernement a commencé depuis le premier jour de dire que cette machine à voter n'est qu'une imprimante qui servira de sortir des, si vous voulez, des impressions qui vous permettront de mettre au lieu d'imprimer autant de papier, tout ça. Il pose un problème technique. Il pose un problème budgétaire, d'un coût de budget. Il ne faut pas aussi que les gens
se voile la face. La République démocratique du Congo n'est pas un pays qui, je dirais aujourd'hui, officiellement, bien qu'officieusement, c'est un pays capable, mais officiellement, il se présente comme un pays qui n'est pas capable de financer ses processus à hauteur d'autant de milliards, avec tous ces problèmes qu'il y a. Vous vous rappellerez d'une phrase célèbre du président congolais en exercice, qui disait autrefois, ou vous choisissez les développements, ou vous choisissez les élections. Donc il vous pose un problème de budget. À quoi servira l'argent ici dans ces pays? Donc il y a tous ces problèmes. En ce qui concerne le processus, c'est vraiment l'analyse que j'ai sur ces points, l'irresponsabilité des uns comme des autres. Alors je compte sur le peuple congolais. Je compte sur le peuple congolais de l'intérieur et de l'extérieur. Vous voulez parler de l'irresponsabilité des acteurs politiques, aussi bien de tous bords. De tous bords, de l'opposition comme du pouvoir. Donc ce sont des irresponsables au vrai sens du terme. Et ils nous ont, si vous voulez, conduits dans un schéma qui est compliqué. Alors, c'est là où j'en appelle au peuple congolais, à la vigilance du peuple congolais, d'avoir un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est que nous allons aux élections. Et le deuxième mot d'ordre, que tout le monde se mette, s'ils le veulent, en gilet blanc. Tout le monde, tous les Congolais de partout, ceux qui sont à l'extérieur, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, je ne sais pas moi, à Kinshasa, non, Lomé, Dakar, partout où il y a des Congolais, ceux qui sont dans le pays, un gilet blanc où ils écrivent simplement « vu ». Et c'est « vu » là qui voudrait dire « vérité de urnes électorales ». Donc vous avez dans deux solutions. Nous allons aux élections et puis « vu ». Vérité de urnes électorales. D'où tout un chacun et chacune, partout où elle se trouve, doit veiller au bon résultat de ce qui en sortira des urnes. Parce que dans la volonté de ceux qui organisent des élections, ce n'est jamais une volonté de perdre. Nous avons vu avec le Parti socialiste ici. Ségolène Royal l'avait décrié. Les urnes ont été bourrées avec Martine Aubry. Nous l'avons vu avec l'élection de George Bush, fils. Il a été le seul président américain lors de son premier mandat de ne pas faire la marche à pied, le 100 mètres de marche à pied pour rentrer à la Maison-Blanche. Parce que tout le monde disait que c'est Al Gore, les démocrates, qui a gagné. Donc c'est une œuvre humaine. Et une œuvre humaine est animée par ces sentiments de tricherie, de vol, de hold-up, mais aussi de manque de transparence. Alors c'est l'équilibre des forces qui rétablit la logique et la réalité de fait. Voilà, vous décriez justement les responsabilités de politiciens de tous bords. Et là, vous demandez à la population congolaise de se prendre en charge, c'est-à-dire d'aller voter le 30 décembre 2018 ici. Mais il y a déjà un report, le premier report qui est fait. Les élections certainement devaient se tenir le 23. Mais par rapport à ça, nous savons bien que dans ce pays-là, ce ne sont pas les premières élections qui sont organisées par le pouvoir. En 2006, il y en avait une qui a été organisée, en 2011 de même, mais toutes ces élections ont toujours été entassées de fraude et d'irrégularité. Et vous pensez que pour ces reports, ou pour cette fois-ci, le 30, le pouvoir en place, ça pourra permettre aux opposants, même s'ils se prennent en charge au moins, que ces élections soient libres, démocratiques et transparentes? Je ne compte pas sur le pouvoir en place, je compte sur le peuple congolais. C'est pourquoi j'en ai appelé à la responsabilité du peuple congolais de l'intérieur et de l'extérieur. Mais qu'est-ce que le peuple pourra faire? Parce que le peuple ne fera que voter, déposer le bulletin dans l'urne. La vigilance. Parce ils ne seront pas plutôt dans le bureau de vote pour pouvoir contrôler les urnes le déroulement. Les urnes qui seront là ne sont pas des urnes magiques. Ou si tu mets Monsieur Lazance, ça sort Monsieur Pouloulou. Ce n'est pas des urnes magiques. C'est-à-dire il y aura des humains qui viendront falsifier. Alors ça appelle à la vigilance d'autres humains pour être vigilants. Première des choses. Deuxième des choses, vous ne pouvez pas laisser à chaque fois que votre aspiration profonde vous soit volée sans réagir. Comment voulez-vous que vous soyez respecté? Ça en va de soi pour votre dignité. Dans la dignité humaine, vous ne pouvez jamais autoriser que votre signature soit assurée, que votre parole soit, si vous voulez, sortie de son contexte, que votre choix soit volé, à moins qu'on ne sache pas, on n'est pas humain. Alors, si les Congolais sont véritablement des humains qui éprouvent un sens de dignité, ils doivent à tout moment, et ces jours-là, à partir du 30 décembre, veiller. Ou bien le Congo s'arrête ces jours-là, ou bien nos voix sortent des isoloirs. C'est deux chemins, il n'y a pas trois solutions. Ou bien le Congo s'arrête,
ou bien le Congo continue avec la vérité de nos voix. Quant à 2006, moi et vous, nous pouvons aujourd'hui dire que 2006 a été une tricherie. Mais les challengeurs de Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, a dit haut et fort devant toutes les caméras du monde que nous avions perdu les élections, nous allons rentrer dans l'opposition républicaine. Qui d'entre nous peut-il aujourd'hui affirmer noir sur blanc que Jean-Pierre Bemba a gagné les élections? Alors que lui-même, sans armes ici, lui-même a avoué devant les yeux du monde entier. Soyons réalistes. En 2011, nous avons eu un problème. Un problème, je serai à la fois juge et parti, parce que j'y ai été au début de ces processus pour aller participer. Mais le problème, j'ai demandé à tout le peuple congolais de ne jamais donner l'impression qu'au Congo, on peut tuer, voler et violer et être dirigeant. Les gens n'ont pas compris. Le problème le plus essentiel, les gens les balaient. Il y avait un problème sérieux. Pour être candidat en 2011, il fallait 4 documents essentiels. Certificat de nationalité, acte de naissance, casier judiciaire et la facture de paiement de la caution de 50 000 $. Le président Tshisekedi a dit comme ça, tout son entourage, que son âme repose en paix. Et je pense qu'on nous donnera son corps pour aller l'humilier. Le président Tshisekedi a dit ceci: je ne peux pas leur donner mon argent parce que ce sont des voleurs. De deux, il a dit, le gouvernement congolais a une dette vis-à-vis de moi. D'ailleurs, le gouvernement congolais l'avait reconnu après. Une dette quand il a été Premier ministre et d'autres choses. C'est à eux de payer cette caution. Moi, j'ai demandé au procureur général de la République de diligenter une enquête pouvant contredire mes dires et mes informations. Joseph Kabila n'a pas produit son acte de naissance. Il y a beaucoup de Congolais qui sont nés à l'extérieur, qui sont nés aux États-Unis, qui sont nés, je ne sais pas moi, au Kenya, Zimbabwe, tout ça. Mais cela ne dit pas que vous n'avez pas d'acte de naissance. Produisez votre... Parce que c'est la commission électorale qui avait exigé ces documents. Vital Kamerhe n'avait pas produit son certificat de nationalité. Cela ne dit pas qu'il peut ou ne pas être congolais ou être congolais. Mais produisez un document, ça montre quoi? Votre sérieux. Ici en France, on voit souvent, ici, dans les pays européens, à cause d'un petit document, on peut tout vous priver. Ça montre votre sens d'organisation et, si vous voulez, des responsabilités. Et de 4, Léon Lobby Kengoa Dondo a été épinglé lors de la commission Obema, office de bien mal acquis avec sous Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ce qui fait que son casier judiciaire ne pouvait pas lui permettre d'être candidat à la magistrature suprême. Comment s'est-il retrouvé candidat à la magistrature suprême? Voilà les questions de fond. Mais nous sommes allés aux élections. Étienne Tshisekedi a dit qu'il a gagné les élections. Il a fait foi aux observateurs internationaux. Je cite notamment la fondation Jimmy Carter. La fondation Jimmy Carter a soulevé qu'il y a eu des irrégularités, qu'il y a eu des anomalies, mais l'ordre d'arrivée au bout n'a pas changé. Donc Joseph Kabila a battu Tshisekedi. Comment voulez-vous qu'on aille autrement? Parce qu'il n'y a pas une vraie voix congolaise qui était capable de produire des éléments, des PV et tout ça, pour contredire la voix de la communauté. Et alors, justement, par rapport à ce qui va se passer le 30 décembre ici, nous voyons les déploiements de militaires venant de je ne sais pas où, des casernes militaires de partout, donc, dans la ville ou dans les grandes villes de la RDC. La force militaire qui va s'imposer pour dire que voilà, nous sommes là, votre voix ne comptera pas. Sans leur prêter des intentions, quand on déploie des militaires et une armée comme ça la veille des élections, la République démocratique du Congo est un pays fragile. Et il est entouré de 9 voisins. Tous ces voisins ne voient pas de bon oeil tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de pays de la communauté internationale qui cherchent à déstabiliser la République démocratique du Congo, dont les contrats ont été un peu coupés à la limite, sous les pieds. Beaucoup de changements qui ont eu, par exemple, le code minier a fait crier beaucoup, on le sait, beaucoup de multinationales sont montées au créneau. C'est un pays qui peut être victime de toute situation d'instabilité. Première des choses. Et deuxièmement, il est vrai que dans le subconscient du peuple, cela peut jouer. Avoir des militaires déployés comme ça peut faire peur par rapport à leur choix, ou même par rapport au sentiment qu'il y a. Peut-être beaucoup ne se déplaceront pas aussi par rapport à tout ça. C'est vrai que tout ça joue. Mais il n'y a aucune armée, encore, je me répète, qui ne sera capable d'aller au-delà de la volonté ou au-dessus de la volonté du peuple congolais. Mais M. Wazulu, nous avons vu de quoi plutôt est capable le régime dictatorial.
en Afrique. Parce que le 16 février, par exemple, nous avons vu comment est-ce qu'on a payé des mercenaires, des armées étrangères qui sont arrivés au Congo, qui ont tué et tiré à bout portant sur des manifestants congolais. Et de mémoire, les Congolais en ont dans la tête et ne pourront pas peut-être pouvoir se dire, ben, nous sommes là, notre voix va compter parce qu'il y a des militaires qui vont peut-être récidiver et pouvoir faire la même chose et s'imposer des forces. C'est là où je vous disais que dans leur subconscient, ça peut jouer. Et ça peut être facteur de démobilisation, de démoralisation, mais aussi d'inquiétude au cas de tricherie. Ces facteurs-là vont jouer. Mais maintenant, j'en reviens dans une réalité. Voulez-vous que l'on reste esclave ou voulez-vous que l'on soit libre? La liberté est un chemin parsemé de plusieurs embûches et épines. Et il n'y a que les hommes et les femmes déterminés qui sont capables d'aller vers ce chemin. Dans tout le peuple du monde, il y a en eux une substance, une conscience qui les a tous menés vers la liberté parce que tout le peuple de la terre ont été victimes d'une manière ou d'une autre d'oppression, de domination, des menaces, des tueries et des massacres. Le peuple congolais n'est pas spécifique et n'est pas le premier. Et le peuple congolais est arrivé au moment où il doit braver toutes ces choses-là. Une armée peut tuer des milliers, même des millions de Congolais, mais pas tous les Congolais. Et notre souhait, c'est que ces élections-là se passent dans l'apaisement total, dans la quiétude. Qu'il n'y ait pas de morts, qu'il n'y ait pas de tirs. Mais en quoi la situation et par rapport à tout ce qu'il y a déjà avant l'organisation des élections, ça fait craindre. Alors j'en appelle à la responsabilité de tout Congolais et de toute Congolaise de ne pas jeter l'huile sur le feu. D'avoir la responsabilité ferme que la tricherie ne passera pas. Mais de ne pas attiser les tensions, les conflits et les violences. Parce que ce sont nos mères, nos sœurs, nos frères qui vont tomber. Alors il faut que tout un chacun soit responsable par rapport à ses dires et à ses propos. Par rapport à ses dires, par rapport à ses propos, cela implique justement que le dirigeant de l'opposition qui part en ordre dispersé, nous voyons d'un côté M. Martin Fayoulou, nous voyons de l'autre M. Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez leur dire au moins quelque chose par rapport à leur union? Est-ce que pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas de raison à pouvoir se dire que voilà, l'opposition était arrivée en ordre dispersé, voilà pourquoi le candidat de la majorité a remporté les élections? Je n'ai pas cette analyse, mais je pense fondamentalement, d'abord je déplore le comportement de l'opposition congolaise, c'est pourquoi j'avais commencé mes propos par condamner cette irresponsabilité de part et d'autre, mais je ne passe ces calculs-là parce que, pourquoi alors, si le peuple congolais à majorité veut ce changement, et sait que le changement sortira de l'opposition, pourquoi ne pas éliminer Ramazani Chadari dès le premier coup? C'est-à-dire que faire entre Tshisekedi ou Fayoulou, que l'un d'eux soit premier et deuxième, et Chadari troisième. C'est possible. Même s'ils vont en ordre dispersé. On ne va pas me faire croire qu'en ordre dispersé, par exemple, qu'Emmanuel Chadari pèse électoralement plus que Félix Tshisekedi, ou je ne sais pas aujourd'hui, avec l'élan que prend Fayoulou. Donc, je ne pense pas qu'aller en ordre dispersé pour l'opposition, parce que je ne les vois pas comme ça. Je vois, je dirais, la carrure et la personnalité de Tshisekedi, la carrure et la personnalité de Fayoulou. Je vois la bénédiction dont jouit Emmanuel Chadari par rapport à son père politique. Donc, je vois tous ces atouts. Je vois Gabriel Mokia qui peut créer la surprise. Je vois tous ces atouts. Je vois que le peuple congolais peut se faire un choix déterminé parce que, n'oublions pas, tous les Congolais ont vu pendant 10 ans ou 5 ans tous ces leaders-là et toutes ces personnalités exercer ou parler ou gérer leurs ensembles politiques. Donc, ils ont une idée de tout un chacun. Donc, ils peuvent, c'est eux qui ont le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils vont en ordre dispersé, non, c'est eux qui ont le pouvoir de choisir. Ils peuvent faire d'un candidat, tel qu'ils sont alignés là, 21 ou 20, d'un candidat à 50%. Dès le premier coup de... vers 17h, 18h, 19h, même pas avant la fin, ils peuvent voter quelqu'un à 50%. Donc là, ce n'est pas vraiment un problème. Mais j'aurais plus demandé à ces candidats de l'opposition de se combattre sur leur programme et de ne pas sortir du cadre, je dirais, républicain du débat. Aller sur des démons, hein, aller réveiller, ouvrir des placards et des tiroirs pour chercher des démons du tribalisme, de l'éthinisme, des insultes aussi grossiers, qu'ils aillent en toute responsabilité, parce que demain, ils ne nous diront pas qu'ils n'ont pas été conscients. Ils ont eu tout le temps de discuter d'Urban, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés à Genève, ils ont voulu eux-mêmes, au nom de leur poids politique, d'aller dans cette configuration. Parce que si vous suivez Mouzitou,
Mouzito a fait comprendre que Félix Tshisekedi n'était pas le pion idéal pour eux. Disons, le candidat idéal, parce que Félix Tshisekedi n'intégrait pas la vision selon laquelle il fallait boycotter des machines et aller à l'élection sans machine à voter. Donc, il ne remplissait pas certains critères. Pour Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, Martin Fayulu et les autres devaient se désister par rapport au critérium établi vers où? En Afrique du Sud. Parce qu'il fallait une représentativité de ton mouvement politique et un poids politique réel par rapport à une représentation sur l'étendue du territoire national. Donc, on voit aisément que dès l'entrée de jeu, ils étaient déjà diamétralement opposés. Donc, ce qui en est sorti, c'était leur vraie position. Ce qu'ils allaient nous donner, le candidat commun accepté par tous, ça allait être de l'hypocrisie. Et il allait échouer lamentablement, je vous assure. Parce qu'ils n'allaient pas eux tous les voter au moment des élections. Donc là, c'est une vérité, c'est une chance que nous en sommes là. Parce que tout un chacun maintenant voit dans quelle position et dans quel cadre aller. On a vu dans leurs meetings, dans leurs déplacements, les gens savaient où aller. Donc ils savent où aller et qui voter.